Bonjour David Bavrez. Bonjour. Contre toute attente, Sébastien Lecornu a pris la parole ce lundi matin pour justement revenir sur la situation budgétaire. De son point de vue, tout ce qui vient de se passer était attendu. Il affichait une forme de sérénité. Est-ce que c'est votre cas quand vous regardez ces débats budgétaires français? Que vous inspire-t-il ? Alors moi, le problème, c'est que je vis à Hong Kong, donc je regarde ça de très loin, donc je ne connais pas du tout les détails. J'allais dire, en français, je suis désespéré, mais en européen, je suis plein d'espoir. Parce que ce débat totalement ridicule va déboucher sur des déficits abyssaux qui sont financés à plus de 80% par les étrangers aujourd'hui. Donc chaque euro de déficit budgétaire est une perte de souveraineté française vers l'étranger. L'étranger, c'est qui ? C'est la BCE, c'est-à-dire l'Allemagne. Donc la raison pour laquelle, en tant qu'Européen, je suis plein d'espoir, c'est que ces discussions entérinent le transfert de souveraineté de la France vers l'Allemagne pour l'Europe. Et le seul pays qui comprend, qui donne l'impression de comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, en Europe, c'est l'Allemagne. C'est Frédéric Merz, qui comprend que le monde est en train de changer, qui comprend qu'il y a ce que j'ai vécu, moi, il y a un mois, un événement totalement historique qui est passé, à mon sens, en dehors des écrans radars en Europe, c'est le découplage. Alors, on va y revenir. La Chine et les États-Unis, qui fait que l'Europe ne peut pas continuer. Donc, ces discussions budgétaires sont totalement coupées du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Oui, à part effectivement rendre la situation en France complètement, en tous les cas sous la coupe de Bruxelles et sous la coupe peut-être un jour des financiers internationaux, je ne sais pas si on en est là, on en rediscutera, mais en tous les cas, le raisonnement sous-jacent qui a consisté depuis le traité de Maastricht à dire, finalement, les contraintes européennes budgétaires, ça va être très bien parce que ça va nous obliger à faire des économies. Alors, effectivement, à la marge, on a vu le plan Juppé 1995, on a vu les plans qui ont consisté à mettre la France sous la barre des 3%. Aujourd'hui, Sébastien Lecornu dit, on va prendre comme objectif d'être à 5% de déficit du PIB. Autrement dit, ces pertes de souveraineté, ces pertes de souveraineté-là ont été peut-être bénéfiques à une idée supranationale qui effectivement a avancé, qui devient inéluctable, mais en termes de rigueur, d'économie et de vertu budgétaire, ça n'a pas tellement fait progresser. Non, mais la réalité, c'est que quand vous faites les chiffres, notre taux d'intérêt devrait être de l'ordre de 6 à 7%, comme la Grèce en 2010. Et pourquoi il est à 3,5 ? C'est parce que les Allemands, de manière très cynique et rusée, achètent notre dette de manière à ce qu'on ne se réforme jamais. Et l'Allemagne pillera. La manière dont ça va se faire, c'est que... C'est pas que l'Allemagne paiera, elle pillera. Elle pillera, tout simplement parce que... Pourquoi l'Allemagne ne veut pas qu'on se réforme ? Parce qu'il s'agit pourtant, maintenant de créer... un discours inverse. Il s'agit maintenant, c'est le rapport Draghi, il s'agit de créer des leaders européens dans chaque industrie qui vont pouvoir être de taille vis-à-vis de la Chine et des Américains. L'exemple typique, c'est, vous connaissez très bien parce que vous en êtes proche, c'est le Rafale. Vous voyez bien que la défense qu'il faut consolider, l'Allemagne est très en retard et c'est elle qui va décider de toute cette consolidation pan-européenne. Et c'est à ma connaissance, le Rafale n'est pas allemand. Hein. Pas encore. Non. Et espérons qu'il ne le sera pas. Que vous inspire la polémique suscitée par les propos du chef d'état-major français devant les maires la semaine dernière sur la souffrance que devront... à laquelle les Français doivent préparer leurs enfants. Mais on passe, sans même parler de mort humaine, on passe d'économie de paix à économie de guerre. Et le problème, c'est qu'on continue à mentir à la population en disant... Mais est-ce que c'est pas ça dont il aurait dû parler ? On a vous voyez très bien ce budget. C'est un budget qui continue à créer artificiellement de la consommation pour les Français en disant on ne touche pas aux retraites. Là où je vis en Chine, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que nous sommes en Chine, nous sommes en économie de guerre et tout va à la production. Il y a un plan quinquennal qui a été annoncé et qui définit ce que les Chinois appellent la double circulation. La double circulation, c'est que votre consommation intérieure va être limitée à l'autosuffisance. Donc uniquement ce qu'on appelle dans le jargon le made in China, by China, for China. C'est-à-dire uniquement ce qui a été fabriqué en Chine.
Et deuxièmement, les exportations sur lesquelles va se porter toute l'aide étatique, toutes les subventions ne vont pas du tout aller à des retraités. Elles vont aller à des sociétés qui vont exporter à perte, subventionnées par le gouvernement, et qui vont créer une dépendance du reste du monde vis-à-vis de la Chine. Est-ce que, alors c'est très intéressant, Nicolas Dufour, qui est le patron de la Banque publique d'investissement, qui a écrit d'ailleurs un livre très intéressant et passionnant sur la dette sociale, on est d'accord, revient de Chine, et dans un post, il raconte combien est frappante la détermination des Chinois à attaquer l'économie européenne. C'est ce que vous observez, donc. Mais il y a un second choc chinois. Donc le premier choc chinois, vous vous rappelez, c'était en 2001, quand la Chine est rentrée dans l'Organisation mondiale du commerce, où les Chinois ont fait ce qu'on ne voulait plus faire, soit parce que ça a faible valeur ajoutée, soit parce que ça polluait. C'était le fameux Made in China. Aujourd'hui, le problème, c'est que la Chine produit ce qu'on a envie de continuer à produire. Et je vous donne un exemple très concret que vous allez comprendre. Le véhicule électrique, ce nouveau plan quinquennal que la Chine va entériner au mois de mars, le véhicule électrique n'est plus stratégique. Pourquoi ? Parce qu'ils disent qu'il n'y aura jamais de concurrents américains, il n'y aura jamais de concurrents européens. On les a tués avant même qu'ils commencent. Donc c'est ça le problème que nous avons, c'est qu'il y a une innovation chinoise, puisqu'ils font la voiture électrique mieux que nous, et qu'en plus elle est subventionnée, donc elle est vendue à des prix face auxquels nous ne pouvons absolument plus être compétitifs, parce qu'il n'y a pas de retraite en Chine. Chez nous, les retraites, c'est 14% du PNB. En Chine, il n'y a pas de retraite. Donc les Chinois entament l'année avec 14 points de différence. Et ces 14 points, ils vont vers créer cette dépendance du reste du monde vis-à-vis de la Chine. Donc Nicolas Dufour a raison, si on ne réagit pas, naturellement on va se faire avoir. Sur le plan de la confrontation avec les États-Unis, les Chinois ont réussi à obtenir un accord avec Donald Trump sur les droits de douane américains. C'était le 30 octobre dernier en Corée. Pour vous, c'est un tournant ? C'est un meeting absolument historique. Et qu'on n'a pas compris en Europe. C'est le premier meeting où nous passons, première rencontre où nous passons de la super-hégémonie américaine à la co-hégémonie sino-américaine. Pourquoi ? Tout simplement parce que les Chinois ont dit aux Américains, vous avez l'hégémonie financière, vous avez le dollar, vous avez la monnaie de réserve, nous avons la super-hégémonie manufacturière. C'est-à-dire qu'on a les usines et vous avez l'argent. Exactement. Et donc, on vous donne, à travers les terres rares, qui sont absolument pas rares, tout le monde peut en avoir, tout le monde peut les raffiner. Au bout d'un an ou deux, on sait parfaitement les raffiner. Le problème, c'est manufacturer ces fameuses terres rares. Non. C'est savoir-faire ? Non, c'est absolument pas un savoir-faire. Nous l'avons à Rhône-Poulenc, qu'en 2001, on était les premiers au monde à faire. Qu'est-ce qui nous retient ? C'est tout simplement qu'on a transféré à la Chine une activité extrêmement polluante pour laquelle on n'a pas payé. Et on a dit, la Chine, vous allez faire des terres rares pas cher du tout, et vous allez polluer tout votre pays. Et donc aujourd'hui, la Chine dit, et on a toujours dit aux Chinois, ne vous avisez pas de nous faire du chantage, parce qu'en un an ou deux, nous, on sait les refaire à nouveau. Et là, ce qui a changé, le tournant historique, c'est que la Chine dit, je vous annonce à travers les terres rares, c'est pas les terres rares qui sont importantes, c'est je vous annonce que comme je fais 35% du manufacturing mondial, quelle que soit la chaîne de production, je peux vous la couper. Et donc le sujet, c'est pas les terres rares, le sujet, c'est la chimie qu'on va voir venir. Ce sont les ingrédients pour la pharmacie que les Chinois peuvent nous couper à tout moment. C'est l'inquiétude sur les ingrédients chimiques de haute chimie spécialisée qui vont dans l'alimentation que les Chinois vont pouvoir nous couper. Donc, vous voyez que... Et ils peuvent nous le couper, mais qu'est-ce qui nous empêche nous-mêmes de les produire maintenant ? Alors, c'est deux choses. Un, c'est le savoir-faire qui... en partie est parti en Chine. Donc je vais donner un exemple. La médecine, la pharmacie... Vous citiez cette grande firme industrielle a encore quand même les savoir-faire aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. La pharmacie, en 2024, 30% des nouvelles molécules de médicaments ont été trouvées en Chine. C'est plus qu'aux États-Unis. Donc pourquoi ? Parce que la Chine s'est mise à travailler alors que nous, on a passé notre temps à payer des retraités. Sur la supériorité de la Chine, on a posé la question à l'éditorialiste François Lorglet qui vient de signer un livre absolument passionnant également sur la confrontation entre les États-Unis et la Chine. Et pour lui, la victoire de Pékin est tout sauf inéluctable. Je propose de l'écouter, on y revient juste après. La Chine profite de ça, mais sur le fond, elle a quand même au moins 3 handicaps. D'abord, la démographie. Et là, si vous voulez, elle est en train de la population active chinoise, qui est quand même le socle de la prospérité économique, elle-même étant le socle
de la puissance politique. Et chaque année, la Chine perd entre 8 et 10 millions d'actifs aujourd'hui. En fait, on vit la situation symétrique de l'extraordinaire rattrapage économique qui était en réalité soutenu par une croissance extraordinaire de la population active, les cohortes nées à l'époque de Mao dans les années 50-60 et qui ont grossi le flot des bras travaillant en Chine et qui aujourd'hui partent à la retraite. Donc quand on tire d'un fil jusqu'en 2100, la Chine a sa population divisée par 2, elle passe d'1,4 milliard à 700 millions, les États-Unis continuent à monter. Parce que justement, leur population active, elle, continue à progresser dans les 15 ans qui viennent, et leur population tout court, bien largement au-delà. Donc ça, c'est le premier handicap. Le deuxième, c'est qu'il y a un piège économique dans lequel ils sont aujourd'hui. Manifestement, l'équipe dirigeante, celle de Xi Jinping, n'est pas du niveau de ses prédécesseurs. Les brillants héritiers de Deng Xiaoping, qui avaient été vraiment des architectes éblouissants, d'ailleurs en dosant très bien le degré d'ouverture et puis en stimulant le moteur économique. Là, on a quelqu'un qui est un bureaucrate, qui est un communiste à la façon de Mao, un idéologue, qui d'ailleurs s'est complètement trompé avec sa gestion du Covid, qui déclenche des campagnes contre les milliardaires de façon un peu intempestive, et qui a bloqué la Chine dans une espèce de piège en la rendant dépendante des marchés extérieurs au moment où tous les marchés se referment, alors que le marché intérieur, la consommation, lui, est bridé par la politique monétaire, le fait que la Chine ne veut pas laisser son taux de change s'apprécier, contrairement à ce qui s'était passé pour le Japon, la Thaïlande et tous les autres qui l'avaient précédé sur la route de la croissance. Puis le troisième handicap, alors il est d'une nature qui n'a rien d'économique, mais il est très important, le maître du monde doit faire envie. Il doit faire envie d'abord aux cerveaux qui le rejoignent. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis pendant très longtemps, hein, où l'économie a fonctionné beaucoup avec l'arrivée... On n'a pas envie de s'exiler en Chine, mais non, on n'a pas envie de s'exiler en Chine, parce que c'est un pays qui n'est pas démocratique. On n'a pas envie de mettre son argent en Chine. On le fait un peu, via des véhicules d'investissement. Mais pour le coup, vous avez quand même tout... Celui qui mettrait 95% de son épargne en Chine serait un peu imprudent. Il est tout à fait possible qu'un jour ou l'autre, il y ait un Tiananmen 2 et que les frontières se ferment. Alors, est-ce que la Chine a gagné ? Est-ce que la Chine va vraiment gagner ? Alors, si j'étais chinois, là, c'est un concentré d'arrogance occidentale tel que j'adore. La démographie n'est absolument pas un problème. Vous avez 600 millions de Chinois qui aujourd'hui vivent au 19e siècle. Donc la Chine veut moins de population. À 1 milliard, ils seront absolument parfaits, surtout compte tenu de ce qu'ils font dans l'automatisation et la robotisation. Ça n'est pas un problème. Le problème, il n'est pas quantitatif, il est qualitatif. C'est que vous allez avoir une société que d'enfants uniques. Donc c'est ça le vrai problème. Et les Chinois me disent, le problème démographique, vous payez des retraites, nous on n'en paye pas, il n'y a pas de problème. Deuxième élément, dire que la Chine va dans le mur, c'est justement, je vous ai montré l'inverse, c'est avec ce genre de propos qu'on n'a pas vu que les Chinois, maintenant, développaient plus de 30% des nouvelles molécules. Donc c'est exactement l'inverse, la Chine a reconstruit, et j'étais le premier à faire cette erreur en 2022 quand il y a eu le 20e congrès en disant la Chine va dans le mur. La Chine a reconstruit un partenariat public-privé à travers les mers de manière décentralisée qui nous surprend dans toutes les industries. Et puis la troisième remarque, peut-être que M. Langlois a raison à Paris, mais il ne faut pas qu'il visite le Sud global. Parce que le problème que nous avons depuis 3 ans, c'est que la Chine, de manière très très rusée, est en train, compte tenu et depuis notamment l'élection du président Trump, est en train de se rallier tout l'ensemble du Sud global, ce qui fait que nous allons être 1 milliard d'Occidentaux à pavoiser, mais nous sommes entourés de 7 milliards de gens qui ont seulement une colle, c'est l'anti-occidentalisme. Dans son post sur Truth Social, où il s'en prenait à ce qu'il qualifie d'ingratitude de la part des Ukrainiens, Donald Trump s'en est pris aux Européens également, auxquels il reprochait d'acheter du pétrole russe. N'est-ce pas une fake news à la Trump, une fake qui cache un autre accord bien réel, bien passé sous les radars, un accord où l'Union européenne s'engage à acheter pour 250 milliards de dollars par an d'hydrocarbures américains? Oui, alors l'avantage de la période dans laquelle on est, c'est que mes promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. On ne va pas acheter 250 milliards, il faudrait tripler nos achats d'énergie. Et puis alors, ce qui n'est pas dit et qui est beaucoup plus intéressant, c'est que vous avez peut-être noté qu'au mois de septembre, la Chine a signé avec la Russie un accord pour financer le second
gazoduc qui va permettre à la Chine de doubler ses importations de gaz en provenance de Russie et ne plus acheter aux États-Unis. Sur le marché du gaz naturel liquéfié, nous avons le Qatar qui vient en 2026-2027 en doublant sa production. Donc la société Total vous a annoncé il y a un mois qu'ils coupaient leurs investissements, notamment en matière de gaz, parce qu'ils pensent qu'il va y avoir un surplus. Donc c'est exactement l'inverse de 2022. Nous allons potentiellement avoir en 2027, 2028, 2029 un surplus d'énergie qui fait que les prix vont s'effondrer. Et c'est ça le pari de l'Allemagne. La raison pour laquelle je vous ai dit qu'on pouvait être optimiste quand on est européen, ce qui semble très contre-intuitif, c'est que le problème de la défense, il va être résolu en partie en 2029, parce que l'Allemagne met 180 milliards d'euros sur la table, ce que nous, on ne peut pas faire puisqu'on préfère payer des retraites. Les prix de l'énergie potentiellement vont s'effondrer parce que la Chine se retire du marché américain. Et puis, dernier point, les exportations. Effectivement, il n'y a plus de consommation intérieure en Chine. Et là, je rejoins tout à fait François Langlais, mais il nous reste l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est à les conquérir. Donc, l'Europe, version allemande, n'est potentiellement pas foutu. L'Allemagne a 1000 milliards d'euros. Il a 1000 milliards d'euros à mettre sur la table. C'est le seul pays qui ne soit pas surendetté. On ne va pas devenir allemand pour pouvoir... Enfin, je veux dire, il y a un problème pour la France, il y a un problème de souveraineté, et il y a un problème, c'est qu'on va se retrouver peut-être européen, mais enfin sous domination allemande. Pardonnez-moi, mais enfin quand même, quelques-uns se sont battus en France pour éviter ça. À plusieurs reprises. Oui, mais quand vous nommez François Bayrou Premier ministre, c'est la fin d'un régime. Vous êtes au courant. Donc, effectivement, soit on se restructure, soit on invente une nouvelle république et on réagit, soit, vous m'avez demandé au début, soit vous avez une espèce de cirque Pinard Jean Richard à l'Assemblée, et les Allemands regardent et ils ne vont pas... Si vous voulez, on ne peut pas attendre une solidarité allemande qui va financer notre dette à 3,5% sans que... Frédéric Merz, c'est un avocat d'affaires en fusion-acquisition. Il vous donne jamais... Il n'est pas extrêmement altruiste de nature. Ça sera intéressant d'ailleurs d'observer ses contacts avec Donald Trump, du coup. Merci beaucoup.